Salam, salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois avec Wilou. On a eu une petite trêve internationale, mais là on est de retour, on est chaud pour le dernier mois de l'année. J'espère que vous aussi vous êtes chaud. Wilou, comment tu vas? Ça va, la grande forme. On a parlé un petit peu d'Euro 2024 et du tirage qui se profile. Donc non, très content. Et là c'est un sujet un peu plus sérieux, ou en tout cas il y a des trucs à dire sur toutes ces blessures. Ouais, non, franchement, là, écoute, c'est-à-dire que tu vois, en ce moment, déjà, il commence à faire froid. Tu vois, tu commences à avoir les petits raclements de gorge, Ou à Montréal, le nez. ou à Amsterdam, on confirme. Voilà, non, franchement, tu comprends pas. Tu te réveilles un matin, tu as une narine qui est bouchée. C'est quand tu as une narine qui est bouchée que tu te comprends de l'importance des deux narines. Parce que quand tu respires tous les jours normalement, tu te rends pas compte en fait que tu respires avec deux narines. En fait, c'est normal pour toi. Mais une qui est bouchée, tu te dis, mais c'est difficile cette affaire-là, c'est compliqué et tout. Non, franchement, en ce moment, les gars sont malades. Ils sont malades partout, en fait. On est malade de la température et ils sont malades sur les terrains de football aussi. Et le problème sur les terrains de football, c'est qu'il y a des enchaînements de matchs, en fait. Je pense que nous-mêmes qui sommes là et qui regardons tous les matchs ou la plupart des rencontres, en tout cas le maximum que l'on peut, on s'en rend compte que déjà, nous, en tant que téléspectateurs, on fait déjà des marathons. Alors, j'imagine même pas les boys sur le terrain qui jouent tous les 3 jours. Donc, du coup, aujourd'hui, on en arrive là. On sort d'une trêve internationale et Wilou, je pense que le sujet, je pense qu'il vaut la peine d'être abordé. C'est quand même compliqué, quoi. Il y a beaucoup trop de blessés. On a perdu Kamavinga, on a perdu Gavi, on a perdu du monde. Ouais. On a perdu Vinicius. On a perdu beaucoup de gars en fait. Beaucoup de gars. C'est Zahir Emery. On a perdu énormément de joueurs et on vous laissera faire la liste. Mais c'est abusé en fait, Wilou, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on doit changer les compétitions et tout? Tu vois, moi j'ai une question et tu me diras ce que tu en penses. Tu vois, j'étais là en trêve internationale et en réflexion, tu te dis, le Sénégal a joué le Soudan du Sud. On a gagné 4-0. La France a joué Gibraltar, ils ont gagné 14-0. La Côte d'Ivoire a joué les Seychelles, ils ont gagné 9-0. Je me dis, en fait, il y a des matchs que franchement, est-ce qu'on peut pas nous les épargner? Est-ce qu'on peut pas faire des tours préliminaires en fait dans les phases de qualification? Parce qu'aujourd'hui, oui, on peut pas éviter les blessures comme dit Deschamps, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour prévenir aussi, tu vois? Ouais, c'est clair. Non mais à 100% d'accord avec ça, il y a trop de matchs, qui servent à rien. Et ouais, franchement, on verra, mais moi, la blessure de Zahir Emery, ce qui est un des joueurs les plus intéressants à voir jouer en ce moment, qui a une trajectoire extraordinaire et qui est tellement important déjà pour le PSG, mais en plus qui commençait à montrer qu'il allait être important pour l'équipe de France, titularisé quand même dès sa première convocation, alors que tout le reste de l'équipe c'était le 11 titulaire, hein. Il n'y avait pas vraiment de rotation. Il marque un but au bout de 20 minutes. Et je pense que si Zahir Emery il est remis sur pattes, il a un vrai rôle à jouer à l'Euro pour la France, mais comment est-ce que tu reviens de ça, tu vois? Là il va reprendre, je pense, janvier, février 2024. Est-ce qu'il va revenir et retrouver son meilleur niveau, ou est-ce que c'est la première grave blessure d'une carrière qui du coup aura plus de mal à vraiment réaliser son plein potentiel à cause de ça? Et si tu te dis, si dans 10 ans on se dit ouais, tu te souviens, Zahir Emery c'était incroyable son début de carrière, et puis après il y a cette blessure d'Ethan Santos, ce tacle d'Ethan Santos contre Gibraltar, un match gagné 14-0, enfin c'est un gâchis, c'est une sensation de gâchis immense. Et un vrai problème. Donc ouais, trop de matchs, et ça c'est un truc qu'on dit pour des raisons même supérieures au risque de blessure, juste pour pas faire d'overdose et pour quelque part conserver l'essence du foot, qui est c'est tellement kiffant, c'est bien quand c'est un petit peu plus rare, etc. Mais ouais, pour les organismes, c'est sûr que c'est un problème. Jürgen Klopp s'en plaint souvent, les entraîneurs s'en plaignent souvent, il y a des temps de récupération qui sont très courts, encore plus avec ces trêves internationales qui demandent généralement, pour certaines sélections, de très grands déplacements. En fait, en Europe, à la rigueur, ça va, mais quand tu as des équipes, quand tu as des joueurs qui jouent pour des sélections sud-américaines, asiatiques, et qui doivent faire des voyages colossaux, et 3 jours après avoir fini leur match avec l'Argentine, doivent rentrer et jouer un match de Première Ligue, enfin, ouais, c'est compliqué. Donc ouais, ça, c'est clair que c'est un problème du foot actuel.
Non, il faut vraiment faire quelque chose par rapport à cela. Moi, je trouve que déjà, il y a beaucoup trop de matchs, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a des matchs, effectivement, qu'on pourrait éviter, tu vois. Donc, si on retravaille sur certains calendriers, si on retravaille sur les phases de qualification, je pense qu'on peut avoir des phases de qualification où il y a des pré-phases de qualification. Il y a certaines équipes qui jouent déjà entre elles. Déjà, en plus, ces équipes-là, souvent, on s'en rend pas compte. Mais au-delà même de la fatigue, ça me permet d'aller sur un débat parallèle. C'est ça qui est cool de ces discussions-là. C'est qu'en réalité, tu te dis, mais ça leur coûte cher aussi. Ça leur coûte cher, Totalement, tu vois. Il y a des déplacements en Afrique qui coûtent cher, tu vois. Que la Côte d'Ivoire aille aux Seychelles, c'est pas un problème. Mais que les Seychelles aillent jusqu'en Côte d'Ivoire, peut-être que pour eux, en termes d'argent, c'est un gros déplacement, tu vois. C'est tout un staff qui doit se déplacer. Quand le Soudan, ils viennent à Dakar, c'est un gros déplacement. C'est tout un staff qui doit se déplacer, etc. J'imagine aussi qu'au niveau des nations européennes, ça doit être la même chose. San Marin, quand ils jouent le Portugal, ils perdent 6-0, 7-0, c'est bien beau, mais financièrement parlant, ça te coûte quelque chose aussi, tu vois. Les blessures, donc ça je coûte cher sais. aux clubs européens. Les blessures, c'est ça, dans toutes les études qui ressortent sur les blessures, tu peux faire un clair parallèle et estimer le manque à gagner. Tu perds un joueur majeur comme Zaïre Emery, tu payes son salaire pendant des mois sans qu'il puisse jouer et potentiellement, s'il te coûte une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions, bah, c'est une blessure qui t'a coûté 50 millions d'euros ou X, tu vois. Donc, et même sur le fait que le joueur parfois ait du mal à réaliser son potentiel à cause de la blessure, donc sa valeur, si jamais tu veux le revendre et tout. Bref, les blessures, les trucs comme ça coûte cher. Donc même depuis cet angle, qui n'est pas le seul qui existe pour analyser la situation, mais même depuis cet angle, c'est clair qu'il y a un problème. Je dirais peut-être par rapport à cette question de trop de matchs et de quelle solution trouver, parce que maintenant qu'on a dit souligner le problème, mis en lumière le problème, c'est quoi la solution? Je pense quand même que la solution, elle est plus du côté des clubs. Si quand même on regarde la répartition des matchs, moi je suis d'accord que le France-Gibraltar, l'équipe de France est déjà qualifiée, Gibraltar est déjà éliminé, ça se termine 14-0, ouais le match il n'était pas indispensable. Mais ce que je me dis c'est que les sélections nationales, les sélections internationales, c'est une partie tellement kiffante du foot. Dans les sélections internationales, il n'y a pas de transfert, donc il n'y a pas besoin de mettre en place de fair play financier. Il y a un côté très pur et un peu retour aux racines du source. Et il n'y a pas retour aux racines et aux sources du football. Et il n'y a pas beaucoup de matchs de sélection internationale en vrai. Typiquement, sur une trêve, il n'y en a que 2. Pour préparer un grand tournoi, moi je comprends aussi que Didier Deschamps, si on lui dit non, on enlève le match contre Gibraltar, vous n'avez pas besoin de le jouer. Il fait ouais, mais moi j'aimerais bien donner du temps de jeu à mes joueurs, les évaluer pour préparer les grands tournois. Finalement, pour chaque grand tournoi qui est disputé, une sélection, elle joue peut-être une quinzaine de matchs pour se préparer à ce grand tournoi. C'est pas tant que ça, versus les compétitions de clubs où on joue une quarantaine de journées de championnat. Parfois, il y a 2 coupes nationales, il y a des coupes d'Europe, des tours préliminaires de coupes d'Europe. Moi, je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il faut regarder pour enlever des matchs, parce que la réalité, c'est que si on enlève France-Gibraltar, l'équipe de France, elle va vouloir organiser un match amical pour se préparer et pour utiliser ce temps-là pour faire quelque chose de productif. Donc moi, j'enlèverais facilement 20% des matchs de club et je ne toucherais pas tant que ça aux matchs des sélections internationales. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'on ne va pas vers ça. En fait, c'est ça le problème. Ouais. En fait, c'est ça le paradoxe dans tout ça. C'est qu'on en arrive, nous, dans une conclusion assez logique de se dire, de faire preuve déjà d'empathie envers ces acteurs-là, tu vois, parce que voilà, c'est des travailleurs à la fin de la journée, tu vois, ils font un travail. On arrive à en avoir de l'empathie alors que les institutions ne vont pas dans ce sens-là, tu vois. On va vers des formats de Ligue des Champions qui vont être beaucoup plus compliqués. On va vers juste plus de matchs. Nations League. Tu comprends pas. On a voulu nous vendre ici Coupe du Monde des clubs. On a échappé. Grosse Coupe du Monde des clubs, je pense. Hein, c'est ça qu'ils voulaient nous vendre et tout. On a échappé. Donc, non, moi, je trouve ça assez compliqué, effectivement. C'est assez dommage qu'on ne prenne pas en considération ce que les joueurs peuvent ressentir et aussi leur intégrité physique. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le spectacle aussi en perd. Tu vois, tu arrives à ta Coupe d'Europe, si la plupart des grands joueurs ils sont blessés, c'est un peu dommage, tu vois. Et surtout, le truc qui est cette dynamique, cette tendance, c'est dommage parce que dans le même sens, il y a une autre tendance qui pourrait réduire le nombre de blessures, qui est l'amélioration de la science et de la médecine du sport. Je suis allé regarder une étude avant cette vidéo et ce qu'on voit, c'est que grâce au progrès de la médecine du sport, le nombre de blessures sur genre les 20 dernières années, en regardant, je crois le pool, c'est genre les équipes qui ont joué la Ligue des Champions entre 2001 et 2019, un truc comme ça. Sur cette période,
les blessures ligamenteuses ont baissé. Il y a moins de blessures ligamenteuses aujourd'hui qu'à l'époque, même en ayant plus de matchs. Ça montre à quel point la médecine du sport a compensé. Par contre, le nombre de blessures, et je dis ligamenteuses, peut-être c'est ligamentaire, je ne sais pas exactement le terme, mais le nombre de blessures musculaires, lui, est resté stable. Alors qu'avec tous les progrès qui sont réalisés, normalement, il aurait dû baisser aussi, comme les blessures aux ligaments. Donc, ça montre qu'il y a une vraie opportunité à saisir. La science, elle a progressé, la médecine du sport, elle a progressé. Aujourd'hui, on devrait avoir encore moins de joueurs blessés qu'il y a 20 ans. Et pourtant, les blessures musculaires, elles restent égales, voire si on regarde sur certains échantillons, genre les 4 dernières années en Première Ligue, par exemple, elles ont augmenté. Donc, moi, je pense que, et d'ailleurs, je pense que la médecine aura permis de pouvoir diminuer les temps de récupération, en fait, tu exactement. vois. Déjà là à la base, parce qu'avant on te disait ligaments croisés, on te parlait d'une saison au complet. Maintenant il y a des boys out of nowhere, ils reviennent en 6 mois en fait des ligaments, tu comprends pas, tu vois, tu dis c'est quel genre de. Donc la médecine a beaucoup travaillé là dessus, mais ouais, c'est un gros paradoxe quand tu vois cela. Bah écoute, on va passer à travers une liste de joueurs qui ont été blessés, juste pour avoir une idée. Je pense qu'après la discussion qu'on a eue, ça va nous donner aussi une idée par rapport au temps, tu vois, les périodes auxquelles ces joueurs-là ont eu l'occasion de jouer, pour voir aussi est-ce qu'il y a une corrélation entre ces périodes, les blessures, l'intensité, les clubs et puis tout. Une liste de 16 joueurs qui ont été blessés au cours de leur carrière. Ceux qui se sont le plus blessés, qui ont raté le plus de jours de compétition de l'histoire. C'est abusé en fait durant ces dernières années, c'est vraiment abusé en fait. Quand tu regardes la liste, il y en a certains, tu y penses et tu te dis oui, effectivement. On va commencer par Oxlade-Chamberlain. Oxlade-Chamberlain de Liverpool. Effectivement, c'est vrai. Et c'est dommage parce que moi j'ai un flash, quand tu me dis Oxlade-Chamberlain de Liverpool, j'ai un flash du quart, voilà, le quart de finale, voilà, c'est tout. C'est fini. Donc je pense que nous tous on a le même flash. J'imagine que voilà, c'est tout, c'est terminé. Sinon, mis à part ça, c'est un joueur qui a été blessé 1172 jours. Il a raté 180 matchs. C'est incroyable, 20 différentes blessures. Il y en a beaucoup en Première Ligue, après Welbeck, Phil Jones et tout, pas mal de PL. Que des gars de Première Ligue en fait dans les premiers joueurs. Danny Welbeck, la même chose, il a raté 189 matchs quand même. C'est quand même assez énorme. Voilà un joueur aussi qui était quand même très prometteur. Hein, Danny Welbeck et tout au début était super prometteur. Même à Arsenal à un moment donné quand même il a été pertinent, il s'est géré et tout, mais malheureusement toujours blessé. Toujours constamment blessé. Phil Jones c'est la même chose. Phil Jones la dernière fois qu'on l'a vu jouer, je pense c'est l'année passée qu'on l'a vu jouer. C'était la première fois en 3 ans ou 4 ans que je le voyais sur un terrain de football. Un autre gars encore une fois, c'est juste... Moi j'ai vécu des moments bizarres quand même, parce que récemment on a revu Phil Jones, et l'autre jour j'allume Manchester United, et je savais qu'il était là, mais il y a Johnny Evans, et Phil Jones. C'est ça, si tu peux pas faire un truc plus rétro que ça. Ça c'est vraiment rétro de chez rétro. Johnny Evans, Phil Jones. En fait, il manquait plus qu'il ramène Michael Carrick, et puis comment il s'appelait truc Fletcher. Darren Fletcher. Darren Fletcher, Michael Carrick. C'est terminé. Et puis John Oshie. John Oshie sur le côté. Non mais c'est que Ferguson quand même franchement, c'est là où tu vois que Ferguson était fort. Ferguson il traumatisait la Première Ligue avec des faux joueurs quand même franchement. Des gars tu comprends pas. Il y avait que Patrice Evra qui avait l'air d'un joueur de football là-bas dans cette équipe là franchement. C'est abusé. Ah là là là, incroyable. Y en a un quand même que j'avais complètement oublié, Giuseppe Rossi. Peut-être qu'il y en a plein qui le connaissent pas. Giuseppe Rossi, mais c'était un jeune qui était aussi censé être franchement une légende du football. C'est qu'il y a des petits, on nous a trop vendus comme étant allant être des grands joueurs. Et malheureusement, une carrière remplie de blessures lui aussi. 132 matchs ratés quand même, c'est énorme. Sincèrement, c'est énorme. Thomas Rosicky, ça m'a fait mal aussi de le voir dans la liste parce que c'était un maestro. Vraiment, lui, c'était un très grand joueur de football. Voilà, Little Mozart. Très grand joueur de football. Franchement, très grand joueur de football. Et c'est malheureux parce que c'est ces moments où Arsenal devait normalement... C'est des gars, ils n'ont pas gagné de titre, mais je pense qu'ils auraient pu gagner un titre, tu vois. S'il y avait eu moins de blessures, c'était des moments où il y avait constamment des blessures. Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Thomas Rosicky, et sûrement ils sont dans la liste en fait. Abu Dhabi. Je suis en train de lire la petite description qu'il y a sous Thomas Rosicky. Ça dit
qu'il était tellement... c'est un gars qui se blessait tellement que son coéquipier Adebayor, dans une conversation, je pense une interview quelques années plus tard, a dit qu'il était tellement à risque de blessure que parfois il pouvait se blesser même en discutant. Genre qu'une simple conversation pouvait le blesser. Aucun respect Adebayor. C'est un coquin Adebayor. Non, c'est Adebayor, il est impoli, ouais. Il a aucune... Non, mais il a raison en plus. Il a parfaitement raison. Non, c'est abusé en fait. C'était des gars, ils étaient trop forts parce qu'il y a des boys, ils les ont pas vus jouer. Tu sais, ils ont pas vu Rosicky jouer en fait. Mais nous, on a vu Rosicky jouer, on sait que le gars, c'était un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est juste dommage, malheureusement. Et ça aussi, tu te poses certaines questions à savoir. Il y en a qui font un sport et tu as l'impression que leur corps n'est pas fait pour ce sport aussi, tu vois. Est-ce que c'est pas toujours forcément une question de, une question peut-être de calendrier ou d'enchaînement? Parce qu'il y a des joueurs qui réussissent quand même à tenir physiquement, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, ont constamment toujours été fragiles. 1, 2, 3, ils se blessent et tu comprends pas pourquoi, en fait, tu vois. Et c'est inexplicable. J'ai l'impression que même la science ne pourrait pas l'expliquer. Badstuber, ça c'est des faux joueurs, ça. De toute façon, au 10e, Marco Reus, ça c'est notre génération. Enfin, Badstuber aussi, mais Marco Reus, c'est autrement plus marquant et ça c'est vraiment dommage parce que... Non mais c'est incroyable. À chaque fois qu'il y a Coupe du Monde, il y a en fait tout. Marco, c'est incroyable. Et l'année où il se blesse pas, il ne le gagne pas. Ouais, terrible. C'est l'année où... Non, l'année passée, il a été en santé, non? Jusqu'à la fin, je pense. Ouais, bien sûr. Il était en santé, voilà. Et il fallait que Bellingham il se blesse. Tu comprends pas en fait ce qui se passe autour de Marco Reus, mais en voilà un autre encore une fois. Ça fait mal, franchement. En plus, il est tellement identifié au Grand Dortmund, etc. Et pourtant, il arrive l'année d'après les 2 titres consécutifs gagnés par Jürgen Klopp. Donc, il a jamais gagné la Bundesliga. Alors que pourtant, c'est Monsieur Dortmund. Jamais. Et il n'est jamais parti. Mario Götze est parti, Hummels est parti, Lewandowski est parti, tous les gars qui pouvaient partir, ils sont partis en fait, tu vois, ils sont tous allés gagner des titres, lui il est resté fidèle au club et le voilà, c'est ce genre de destin-là. C'est miskin, 156 matchs ratés dans sa carrière quand même, 1313 jours de blessures, c'est énorme. 68 blessures différentes, 68 blessures différentes. 68 alors que le prochain, il n'y en a que 8 blessures, mais elles sont tellement majeures, tellement graves, et ça c'est un vrai gâchis. Ronaldo, Nazario, franchement, le Brésilien, R9. C'est dommage lui aussi parce que belle carrière. Mais vraiment belle carrière, quoi. Vraiment belle carrière. 8 blessures différentes, quand même. 8 blessures. C'est pas beaucoup, hein, quand tu y penses. C'est vraiment pas beaucoup, en fait. Donc, tu dis que le genou. Ouais, c'est tout. Que des blessures graves, en fait. Que des blessures graves ou des moments de maladie grave à des moments que tu comprends pas, tu vois. Et c'est vraiment dommage parce que il aurait pu faire une carrière beaucoup plus longue, je pense. Sûr. Il aurait fait une carrière beaucoup plus longue. Plus de moments marquants en club, genre en Ligue des Champions. Tu vois, moi, je suis choqué de voir que Ronaldo Nazario, en Ligue des Champions, il a marqué une quinzaine de buts, un truc comme ça. Pas beaucoup, en tout cas. Tu vois, genre Mbappé l'a dépassé au bout de 1 ou 2 saisons, alors que c'est quand même un gars qui a gagné 2 fois le Ballon d'Or, qui a gagné 2 fois la Coupe du Monde, même si 94, je pense qu'il est arrivé à peine, je pense pas qu'il jouait beaucoup, à vérifier, mais... Non, il a même pas joué, je pense. Il a même pas joué, je pense. Voilà, il est le joueur majeur du monde, comme on dit, double Ballon d'Or. Il a raté l'équivalent de 5 saisons complètes, 5 années complètes, si on compte le nombre de jours ratés, et pourtant... c'est quand même une des grandes légendes du 21e siècle. Donc, dire le potentiel, le joueur le plus talentueux que Zidane ait vu jouer, ce qu'il dit à chaque interview. Donc, voilà. Non, c'est un joueur exceptionnel, en fait. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est juste dommage. C'est juste dommage qu'il ait toujours eu ces blessures-là, à ces moments-là. Moi, je me rappelle de la fin un tout petit peu au Real, comme tu dis, en Ligue des Champions. Le Arsenal, le Real Madrid, il était là. Ce jour-là, en 2006, Henry, quand Thierry Henry, il se serre la main avec un gros clin d'œil. C'est ça, quand tu vois tout ça, la Coupe du Monde 2006 aussi, je m'en rappelle par la suite, tu vois le match face à la France et tout, tu regardes un peu les derniers moments et tu te dis que si physiquement son corps avait été plus indulgent avec lui, eh ben, je pense qu'on aurait eu un gars qui aurait pu faire une très longue carrière. En plus, il a commencé tôt, hein. Tu dis 94, il a commencé très tôt. Hein. L'idole de Benzema qui l'a vengé en Ligue des Champions. Et finalement, il allait gagner lui aussi un Ballon d'Or, sincèrement. Ballon d'Or. Il y a eu Ballon d'Or des favelas et Ballon d'Or du peuple. Franck Ribéry. Ouais, Ribéry et Robben c'est ouf sont quand dans même. le top 10. Hein.
Ouais, mais c'est ouf quand même, Ribéry, je suis Si, 72 différentes blessures quand même, 1363 jours blessés, 227 matchs ratés, et j'ai l'impression que Ribéry a toujours été là quand il fallait l'être. En fait, c'est là où je me dis, j'ai l'impression que Ribéry c'est peut-être différent, Malheureusement, ou il y bien a non. une grosse absence, c'est finale de Ligue des Champions 2010 contre l'Inter de Diego Milito, mais c'est pas à cause d'une blessure, c'est à cause d'une suspension. Il prend un carton rouge contre l'OL en demi-finale. Et ça, c'est donc finale que le Bayern perd au Santiago Bernabéu contre l'Inter. Mais sinon, moi j'avais fait une vidéo en début d'année 2023. Ça nous ramène au tout début de l'année. J'avais fait une vidéo sur Robben et Ribéry, leur histoire, etc. Et la déception, c'est effectivement que Ribéry, moi j'avais 212 matchs ratés, dont 173 au Bayern. Robben aussi, 175. Au final, les deux cumulés, sur leur période ensemble au Bayern, les deux cumulés, Robben et Ribéry, ils ratent 350 matchs. Donc, et pourtant, et ils ont raflé des titres en plus. Pourtant, ouais, c'est clair. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ouais. 350 et quelques matchs, c'est incroyable. Ouais. Non, Ribéry, c'était un très grand joueur. Ribéry, c'était un très... Ouais, Ribéry, quand même, c'était presque ballon d'or. C'est dommage. Vraiment, les deux, là, ils ont gâté le football, quoi. Messi et Ronaldo, là, ils ont vraiment gâté plein de... Moi, j'ai envie de tout recommencer. Tu leur donnes chacun un, et puis on recommence. Et puis chaque année, tu donnes au deuxième et au troisième, et au deuxième et au troisième. Bon, sauf l'année où il y a Van Dijk. Faut pas donner des ballons d'or à n'importe qui, quand même. Hein. Faut pas nous fatiguer. Ils ont failli, les gars voulaient Jorginho au ballon d'or ici, quand même. Ah, Ribéry, c'est vraiment dommage. Ouais, je me rappelle toujours, moi, j'ai ces flashbacks de Ribéry, jeune Ribéry à la Coupe du Monde 2006. Enfin, il y a des images qui vont ne jamais quitter, en fait, ma tête. C'est Ribéry, Malouda. Pop. Quand ils sont venus avec les deux, je me suis dit, ouais, ils vont faire quoi, eux? En fait, et ils ont fait. Franchement, ils ont fait. Tous les deux, ils ont fait. Ils ont fait durant toute la compétition. Deux top players. Thomas Vermaelen, c'est incroyable. Ouais, Thomas Vermaelen. Il est même allé au Barça, miskin, à un moment donné de sa carrière. C'était un bon défenseur, je trouve, franchement. Malheureusement, oui, souvent blessé. 267 matchs ratés, c'est énorme lui aussi. 1300, c'est incroyable, quoi. 1300, c'est quoi? C'est 4 ans de football, ça? Ouais, c'est à peu près, ouais, c'est ça. Dans une carrière. 5, ouais, 4, 5. C'est ouf. Vincent Kompany, lui aussi. Presque 5 ans, quoi. Même presque 1419 jours ratés. Mais 176 matchs. Comme Man City tourne bien et qu'il a eu une longue carrière, c'est intéressant. Effectivement, 5e joueur à avoir raté le plus de matchs à cause de blessures. Mais peut-être aussi défenseur, les blessures sont moins... Ça c'est un truc, une question qu'il faut se poser, mais est-ce que c'est plus facile de revenir d'une blessure en fonction de ton poste? Tu vois, moi j'ai l'impression que les joueurs offensifs, il y en a certains, ils prennent une grosse blessure, ça impacte tellement leur explosivité que difficile. Alors que Kompany, j'ai l'impression à chaque fois qu'il revient de blessure, bon, il y a eu des moments moins bons évidemment dans sa carrière, mais tu vois, ça me marque pas tant que ça. Et puis il reste un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire de City. C'est pour un gars qui a été blessé effectivement autant de fois, 31 fois. Ouais. Question très pertinente que tu viens de poser là. Effectivement, la dernière fois, en début de saison, je pense que tu m'as dit à un moment donné que c'est quand on discutait un peu d'explosivité, tu vois, et tu me disais qu'il y a certains joueurs à passer 27 ans, 28, 29, 30 ans, tu es ailier, c'est beaucoup plus dur, tu vois, de faire la différence. Aujourd'hui, on le voit, Son Heung-min, il est en pointe, il est plus pertinent. Sadio Mané en équipe nationale, nous on le voit en tant que Sénégalais, c'est la galère, franchement, sur le côté. Tu joues face à tu vas jouer face à des latéraux en Afrique, ils vont vite, les gars, tu cours, ils te rattrapent. Donc tu n'as plus le même Sadio qu'avant. Donc il y a pas mal de joueurs comme ça, tu vois, qui à un moment donné, sur les côtés, ça a été dur, ils arrivent à se recentrer. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Peut-être que le temps de récupération est beaucoup plus difficile aussi, parce que les attentes aussi sont totalement différentes. Et les demandes sur le corps aussi sont totalement différentes. Et c'est vrai que c'est un point pertinent que tu amènes là, parce qu'il y a certains défenseurs, même on en a vu, hein, les Italiens, Bonucci, Chiellini, pas mal de gars qui ont eu pas mal de blessures, mais à chaque fois ils sont revenus, ils ont tenu leur rang, tu vois. Alors que si tu es un ailier, un attaquant, et que là tu te blesses, et qu'au retour, déjà la confiance, je pense qu'elle est différente. Le feeling de marquer, ce truc-là, si tu le perds un peu pour le retrouver à un certain moment, ça peut être difficile. Si tu n'as plus la vivacité et l'explosivité qu'il faut aussi à un certain poste, ça peut être difficile, tu vois. Alors que défenseur, c'est dernier rempart, quoi. Il y a pas mal de layers avant toi, tu vois. Il y a des gars qui peuvent se gérer, donc ouais.
C'est vrai que c'est peut-être ça. Mais oui, Vincent Kompany, effectivement, beaucoup de blessures. Mais il a toujours été là. Hein. Il a quand même toujours été là dans des moments importants. Jack Wilshere, tout à l'heure, on en parlait, tu vois, c'était assez évident, évidemment. Voilà, c'est une génération. Moi, comme je dis, c'est une génération d'Arsenal qui savait jouer au football, quoi. Franchement, elle savait jouer au football. Wilshere, Ramsey, Rosicky, machin, Santi, Carzola, c'était des gars. En fait, ça jouait au football, ça devait aller loin. Malheureusement, il y a toujours eu des blessures. Jack Wilshere en fait. Les jours où ça va moins bien, je me remets le but de Wilshere contre Norwich, qui est pour moi le plus beau but qui a jamais été marqué. Non, c'est exceptionnel en fait. Je sais même pas comment appeler ça en fait. C'est que Arsène Wenger, il savait faire. Les gars, ils savaient trop bien combiner avec la combinaison avec Olivier Giroud, machin, tout ça là, tac, tac, tac. Il y a toujours Giroud dans les buts extraordinaires. Il y a toujours Giroud. Les gars avaient dit ici que tu fais une compilation des meilleures actions de Giroud, mais dans 30 ans tu montes ça, les gars vont te dire pourquoi il a pas arrêté le Ballon d'Or. En fait, il y a des générations qui vont nous en vouloir, ils vont s'arrêter, ils vont dire mais vous êtes fous, vous aviez ce joueur-là. Giroud, il a toujours été clutch à des moments. Mais ouais, un Arsenal exceptionnel. Franchement, Arsenal exceptionnel à ce moment-là. Jack Wilshere, un joueur exceptionnel. Moi, je me rappelle Arsenal-Barça. Jack Wilshere qui est en train de boss around le milieu de terrain du Barça, on s'en fout. Xavi, Iniesta, tout ça, il les a bouffés. Il les a bouffés. Et bon, après, on connaît la suite aussi, malheureusement. Messi nous a bouffés. Mais bon, c'était comme ça, c'était la vie dans le temps, tu vois. C'était difficile. Chaque année, on tombait face au Bayern ou bien le Barça, donc en Ligue des Champions. Et en championnat, malheureusement, c'était trop court, il y avait trop de blessés. Mais ouais, Jack Wilshere, top player. Il y a même des comparatifs avec Andrés Iniesta déjà, donc c'est pour dire. Robben, on en a parlé tout à l'heure aussi. Abusé avec Franck Ribéry, lui aussi 243 matchs ratés, pas besoin de rester là-dessus. Jovetic quand même. Ouais, c'est intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais, j'aurais pas pensé, juste parce qu'il est un peu moins high profile que certains autres. 1510 jours, c'est lui, ça fait 5 ans qu'il ne joue pas au football. Fais-lui. En fait, tu te rends compte qu'il y a des gars, ils ont été payés pendant 1510 jours et ils étaient en convalescence quand même. Bah en vrai, je vais dire heureusement qu'ils ont été payés parce que pour eux, c'est les moments les plus difficiles. Effectivement, j'avoue. Franchement, quand tu es en train de jouer les grands matchs de Ligue des Champions, en train de vivre des moments extraordinaires, limite, c'est pas les moments où tu as le plus besoin d'être payé. Mais par contre, quand tu es en train de retourner au physio pour la 18e fois de ta carrière, pour refaire la séance de rééducation, remonter sur le tapis de course et tout, ça doit être... franchement, moi, là, on parle de blessures physiques. La force mentale qu'il faut pour rebondir à chaque fois de ces coups d'arrêt, ça doit être... Puis même, la crainte quand tu te remets à bien jouer, tu te dis toujours qu'il y a ça au-dessus de ta tête, en fait. Tu vois toujours cette épée de Damoclès. Voilà, c'est quand même un truc bien parfaitement connu. Raison. Tu as parfaitement raison. C'est le numéro 1 du non, sport. le mental est important et tu as parfaitement raison sur la peur de la rechute. Et on le voit souvent sur pas mal de joueurs, en fait, qui souvent reviennent de blessures et ça leur prend du temps, les gars. Ça leur prend. Et effectivement, nous, de l'autre côté, on se dit, mais pourquoi ça te prend autant de temps? Parce que quand tu nous as laissé au top, tu vois. Un gars, souvent, les gars, ils se blessent et tout et ça peut arriver, tu te blesses au moment où tu es le plus au top, tu vois, le plus chaud, et que c'est ces memories là que nous on garde en tête. Donc quand tu reviens après 6 mois, on se pose certaines questions en se disant pourquoi ça prend autant de temps pour que tu reviennes à ton top niveau. Et mentalement, ça doit pas être facile en fait pour certains joueurs. Ça c'est vrai. Et quand tu vois aussi le nombre de fois où ils se sont blessés en fait, tu vois, 33 fois quand même pour Jovetic, c'est beaucoup quoi, 33 fois. 33 fois où tu as dû effectivement à chaque fois te dire merde et je rechute. C'est comme récemment je regardais le match, c'était le match ce week-end, c'était Tottenham Aston Villa, non, n'est-ce pas, très bon match d'ailleurs. Et Bentancur, il s'est encore blessé. Et je regarde Bentancur et je pense que durant le match, à un moment donné, il y a un truc, tu vois, un peu anodin, où tu te dis n'importe quel autre joueur, il doit se lever. Mais lui, au moment où il tombe, moi dans ma tête, je me dis non, lui, il va se blesser en fait, tu vois. Et effectivement, peut-être que mentalement, il y a ce fait que le gars, il n'a pas joué depuis 8 mois, il revient, il retrouve ses sensations, et on recommence à le mettre en confiance, on le remet dans le bain, bim, un petit coup, et peut-être il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc c'est vrai, l'aspect mental est à ne pas négliger en fait dans le monde du football et dans la vie de tous les jours. Les boys ont besoin de travailler avec des préparateurs mentaux et tout ça. C'est dur cette situation, je trouve. Tottenham, ça montre aussi à quel point, un dernier truc qu'on peut dire sur les blessures, peut-être, elles sont presque contagieuses au sein d'un effectif, pas parce qu'elles se transmettent par la salive, mais juste parce que quand il y a des blessures,
t'es obligé de faire plus jouer les autres, tu vois. Peut-être que certains, t'es même obligé de les faire revenir de blessures un petit peu plus vite. Et moi, j'ai l'impression que des équipes, on voit Tottenham depuis quelques temps, on a vu Manchester United au début de saison, il y a parfois des spirales négatives qui se créent au bout d'un moment, genre tu joues toute la saison. Quand t'es avec tes 25 joueurs au début, t'as une blessure, ok, le temps de jeu, il reste à peu près le même pour tout le monde. Quand t'en as 5 et que le temps de jeu, il commence à être de plus en plus conséquent pour les autres, que les remplaçants, ça commence à être toujours les mêmes qui sont utilisés, bah il y a de plus en plus de risques de blessures et ça continue et ça fait vraiment effet boule de neige, ça peut en tout cas. Donc juste par le temps de jeu qui est accumulé. Donc ouais, pour certaines équipes, ça se transforme vraiment en saison cauchemar. Et Tottenham c'est badant parce que bon, pour toi, supporter d'Arsenal, tu le vis bien, mais vu le début de saison de ouf qu'il faisait, c'est triste. Comment il s'appelle Madison, tous les autres gars qui sont en train de se blesser et tout, donc ouais, badant. Ouais, non, c'est vrai, c'est triste, miskin. Ça va aller. Ils ont 3 défaites d'affilée. Ils jouent City ce week-end. On n'a pas oublié. Hein. On est là, on regarde bien. 3 défaites d'affilée, ils jouent City. City va les taper, ils vont rien comprendre. 4 défaites d'affilée, ils vont rien comprendre. Ils vont comprendre que c'est ça la première ligue. Généralement, ça se passe pas trop mal contre City. Ils sont J'ai hâte de voir. J'espère que Pep va savoir se gérer quand même. Mais bon, blague à part quand même. Plus sérieusement, il y a énormément de blessés. Et tu en parles. Et c'est vrai, ça plombe un peu les saisons. Newcastle. C'est abusé. Newcastle, c'est abusé. Ils ont genre 10 joueurs blessés. Là, c'est Milan. J'en parle même pas. Il y a des équipes, en fait, tu regardes, tu te dis, il y a un 11 titulaire blessé. Un 11 titulaire blessé, en fait. C'est pour cela que la dernière fois, quand Mbappé il est là en train de parler en fin de match, j'ai dit, mais Kix, qui t'a fâché? Kix, accepte et puis avance, franchement, va jouer ta qualification face à Dortmund. J'ai dit, Livramento, il vous a fatigué. Heureusement que Dan Burn n'était pas là. J'ai dit quand même, il y a des gars qui n'étaient pas là. C'est pour dire. Donc, effectivement, ça plombe un peu les cartes, en fait, toutes ces blessures-là. Et c'est un peu dommage parce que tu prépares ta saison, mais pas dans l'optique que tu aies la moitié de ton effectif qui soit blessé. Tu vois. Et ça, c'est quand même assez dommage. Et comme on parlait tout à l'heure par rapport au spectacle, mais aussi par rapport aux performances des équipes, je trouve que ça biaise un peu les affaires. Donc, moins de matchs nous permettrait de pouvoir vraiment profiter des effectifs à 100%. Et ce serait intéressant d'avoir des effectifs à 100% parce que les gars, ils travaillent vers cela. En fait, ils font une recette pour qu'elle soit au top et après, à la fin, t'as pas d'assaisonnement. C'est vrai. Si on doit voir les choses du côté positif, chaque blessure, c'est aussi une opportunité pour un jeune, parfois du centre de formation ou quoi, de se montrer. Il y a aussi des débuts de carrière et de trajectoire qui sont venus de la blessure du Cette semaine, il y en a eu 2. Il y a le petit Lewis Miley Lewis là-bas et au niveau de Newcastle à cause de tous les blessés qu'ils ont, 17 ans, premier match de Première Ligue, premier match de Ligue des Champions, directement ils l'ont mis dans le bain. Le petit il a fait un match très correct à l'extérieur au parc. Et Nico Paz au Real Madrid aussi ces temps-ci, vu toutes l'hécatombe qu'il y a au milieu de terrain, Tchouaméni, Kama, Rodri, Modric machin. T'as le petit Nico qui vient, qui claque son but aussi. Donc effectivement, tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. C'est bien ça, non? Je ne me suis pas trompé, hein, voilà. Je pense, dans le truc. On va finir sur le dernier joueur, c'est quand même dommage. Je pense qu'on peut deviner, voilà, tout le monde sait c'est qui. Si vous ne l'avez pas encore dans les commentaires, si vous n'aviez pas encore réfléchi, mettez-le maintenant, écrivez-le maintenant. C'est pas Yohan Gourcuff. Non, c'est Abou Dhabi. Eh oui, c'est Abou Dhabi, c'est vraiment dommage. Et je pense que Gourcuff allait être dans le classement, en fait. Moi aussi, je pensais qu'il mais bon, c'est Gourcuff. En fait, c'est que Gourcuff, il est hors compétition. Tu vois, Yohan, il est hors compétition. Miskin à lui. Non, Gourcuff a eu toutes sortes de blessures ici. Mais il y a Abou Dhabi. Abou Dhabi, franchement, 1700, ouais, c'est genre 7 ans de blessure, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'était un. Surtout vu le talent. Non, mais il était trop fort. Franchement, il était fort. En fait, objectivement parlant, ça, c'est même pas. On n'est pas là pour vous blaguer, on n'est pas là pour rigoler avec vous. Mais Abou Dhabi était très, très fort, en fait. Lui, c'était vraiment le football. En fait, lui, il maîtrisait l'affaire. Il maîtrisait le bail offensivement, défensivement. Il prenait le ballon et truc. C'est Abou Dhabi, on a même eu l'occasion de le voir des flashs à l'Euro, je pense. C'était Euro 2012, non? Je pense. C'était Euro 2012, des flashs, tout ça, etc. Il était juste trop fort. Malheureusement, tout le temps blessé. Et voilà, ça fait partie de ces joueurs-là qui... On ne connaîtra jamais le fin mot de l'histoire. On ne connaîtra jamais le plein potentiel, en fait. On connaîtra jamais la vitesse de croisière de ces joueurs-là. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. C'est une Formule 1 qui est garée.
Et ça fait partie de ces histoires tristes du football, quoi. Effectivement, on peut en profiter hors catégorie. Yohan Gourcuff aussi fait partie de ces histoires-là. Lui aussi, il était fort. Mais franchement, c'est des générations qui nous ont marqué, Wilou, quand même. Hein. Bordeaux 2008, quand même, c'est dans le temps. Ah bah moi, Gourcuff, j'étais allé quand il est signé par l'OL. C'est un des gros transferts. Et j'étais allé à sa présentation au stade de Gerland. Il y avait X dizaines de milliers de personnes pour la présentation de Gourcuff, comme Ronaldo au Santiago Bernabéu devant 100 000 personnes. J'étais allé avec mon pote voir la présentation de Gourcuff. Ça devait être le joueur qui nous rapproche de la Ligue des Champions. Ouais, tout à fait. Et le talent, il était là, mais physiquement comme mentalement, il y avait des défis. Ouais, c'est vraiment dommage. Ah, il était fort. Franchement, Yohan Gourcuff était très fort. Cette génération-là, elle nous a bluffé quand même. Elle nous a vraiment bluffé. C'est la dernière fois, c'est juste blague à part avant de finir la vidéo. Je pense que la dernière fois dans un quiz, comme là maintenant, moi, depuis le quiz, j'ai l'impression que quiconque me rencontre me fait des quiz. Les gens, ils ont l'impression qu'on est amis en fait, tu vois. Donc t'as des cousins, t'as des gens, ils te voient comme ça, ils te font des quiz. Je dis, vous foutez de moi tout ça à cause de Zach Nani. Zach, il nous fatigue. Ces affaires-là. Et les gars sont là. Et je pense qu'on me demandait un des latéraux là de Bordeaux de ce temps-là, je pense que c'était Tremoulinas. Et puis je pense que j'étais tombé sur... Et j'avais trouvé, j'étais trop fier de moi en fait. J'ai vu la tête du gars, j'ai dit ça c'était... Tremoulinas à gauche et Charles. Voilà, j'étais comme, ouais, Tremoulinas quand même, c'était un bon. Donc bref, voilà. Bon écoutez, la famille, dites-nous ce que vous en pensez de ces blessures-là, de toutes ces blessures, de ce qu'on pourrait faire pour éviter les blessures, de ce qu'on pourrait faire pour essayer de quand même protéger ces acteurs-là qui sont, à mon humble avis, très importants parce que la qualité du football, le spectacle que l'on regarde, tout ça, ça dépend de eux. Donc faut qu'ils soient en bonne santé, physique et mentale. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que physiquement, c'est compliqué et mentalement, malheureusement, c'est très tabou aussi. On n'en parle pas beaucoup dans le monde du football. Je pense que les gars veulent pas beaucoup parler de mental. Petite parenthèse, récemment, j'ai vu, je pense que c'était à Burnley, il y a un des joueurs ils ont déclaré que le boy, il était en dépression et qu'il allait prendre du moment off. Et après, j'ai aimé la communication du club. Vincent Kompany en a parlé, tout ça. Et je trouvais ça cool, quoi, en fait. J'ai dit, il faut pas négliger ça aussi, tu vois. Parce que des fois, du mental peut venir des blessures physiques. Si mentalement tu ne te sens pas en forme, tu arrives sur le terrain, tu as un moment de déconcentration, tu prends un geste ou un faux pas ou quelque chose et c'est fini. Donc, et l'inverse, ouais. Et l'inverse aussi, des blessures physiques. Moi, je pense à ces gars qui pendant 6 mois arrêtent de faire ce qu'ils kiffent et ce pourquoi ils ont été programmés depuis qu'ils ont 5 ans parfois. Et en plus, il y a le fait de ne pas être avec les coéquipiers, de ne pas être avec les potes, de ne pas être dans ce truc quotidien du match, etc. Et pour certains, il y a des moments, je pense, difficiles de voir même son équipe gagner. Tu vois. Je pense à des gars qui ont raté des Coupes du Monde à cause d'une blessure de dernière minute et qui ont vu leur pays, et qui allaient être appelés et qui ont vu leur pays gagner le mondial. Je veux dire, ça, c'est des trucs... à plus petite échelle avec ton club, des grands trophées, des trucs. Ça, c'est chaud, quoi. C'est tendu, Donc ouais, franchement, pas facile tous les jours. Et je crois que la stat, c'est genre 5. Et après, il y a l'après-carrière. Genre 50% des footballeurs font au moins une dépression après avoir pris leur retraite. Parce que l'enchaînement, je pense qu'il doit être costaud. C'est la dernière chose que j'avais à dire là-dessus, à part le fait que sur cette liste, je suis surpris qu'il n'y ait pas Wesley Fofana. Yeah. Il n'y a pas de Neymar aussi, en fait. C'est que la liste, là, elle est bizarre. Il n'y a pas Thiago Alcantara, il n'y a pas Pogba, Hazard. Il y a des gars qui, je comprends pas. Mais peut-être qu'ils sont en bas de 1000 jours aussi. Hein. Peut-être qu'ils ont juste 2 ans. Ouais, parce que c'est plus récent. Voilà. Plus récent. Par exemple, pour Wesley Fofana, bon, c'est plus... J'espère que Wesley Fofana ne sera pas sur cette liste, surtout, parce que ça me fait un peu peur la direction que sa carrière prend à cause des blessures. Ouais, t'as parfaitement raison, c'est pas facile. Tu m'as dit Fofana... Pour finir sur une bonne note joyeuse. Non, c'est que tu m'as dit ça. En fait, c'est vraiment triste en fait comme sujet, parce que je repensais à tous ces boys-là. Même récemment, je voyais Reece James là, j'étais comme... Tu vois, les blessures, ça te retarde en fait dans ton progrès, ton évolution, ça te retarde dans plein de choses, tu vois. Donc, franchement, en tout cas, comme je dis à chaque fois, que le bon Dieu les préserve de ces blessures-là, parce que c'est important. Bon, la famille, on va s'en arrêter là, sur cette joyeuse note. La prochaine fois, on va choisir un sujet beaucoup plus joyeux, vous inquiétez pas. Ouais. C'est un sujet beaucoup plus joyeux. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble. On n'oublie pas d'aller voir la vidéo sur la chaîne de Wilou sur l'Euro. Le tirage au sort est sûrement déjà en ligne. Et voilà, on se capte très bientôt. Tous outsiders. À plus.